Maintenant. Si. Alors, Madame la chef adjointe de l'ambassade de Grèce, Monsieur le consul, Madame la présidente de la communauté hellénique, Mesdames et Messieurs, comme l'indique son titre, la conférence d'aujourd'hui a pour sujet l'installation des réfugiés à l'est de la ville de Thessalonique, dans la région de Kalamalia. Nous allons suivre, à l'aide des documents que je vous décrirai plus bas, la naissance et l'évolution d'une région de la ville de Thessalonique après 1919, avec l'installation des réfugiés qui arrivent du pont de Thrace orientale et de l'Asie mineure. Il s'agit d'un aspect important tant de l'histoire des réfugiés que de l'histoire de la ville de Thessalonique, car la création à partir de rien des quartiers de la région de Kalamalia constitue un exemple typique d'expansion d'une ville au-delà de ses limites historiques suite à l'arrivée et l'installation des réfugiés. D'abord, Kalamalia se trouve dans la partie sud-est de Thessalonique. Les découvertes archéologiques révèlent une histoire remontant à l'époque archaïque, c'est-à-dire au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Son nom remonte à l'époque byzantine et provient de la combinaison des mots Scala et Meria, ce qui signifiait base navale. Ce terme faisait référence au port construit par les Byzantins au XIIIe siècle pour faire face aux incursions arabes. Cependant, les habitants de Kalamalia aiment affirmer que le nom vient des mots Kali et Meria, donc le beau côté de Thessalonique. Pendant des siècles, Kalamalia reste presque inhabitée. Mais depuis le début du XXe siècle, elle devient un lieu de villégiature pour des riches thessaloniciens qui construisent quelques villas en bordure de mer. Le premier plan d'aménagement organisé a été conçu après l'incendie de la ville du centre de Thessalonique de 1917, qui a offert l'occasion de repenser Thessalonique. Ainsi, dans le cadre de l'effort de modernisation de la ville, Kalamalia était destinée à devenir une zone résidentielle pour les classes moyennes et supérieures, avec des espaces verts, un casino et des hôtels de luxe. Ces projets étaient toutefois bouleversés par les événements ultérieurs et l'arrivée des milliers de réfugiés. À la même époque, la Première Guerre mondiale a entraîné une autre utilisation de la région. Après 1916, Thessalonique a dû accueillir environ 500 000 soldats des forces alliées, logés dans des camps nouvellement construits autour de la ville. À Kalamalia en particulier, des hôpitaux, des aéroports et des baraquements furent construits pour répondre aux besoins des soldats, ainsi que des infrastructures qui, comme nous le verrons, allaient être utilisées à l'avenir. Ici, nous voyons des photos de cette période, avant la création des quartiers des réfugiés, sur lesquels apparaissent seulement les constructions militaires. Ces baraquements étaient situés à l'endroit où se trouve aujourd'hui le centre de Kalamalia. Et bon, ces constructions, pour la plupart sommaires, allaient pourtant s'avérer très utiles pour l'installation des premiers réfugiés qui allaient arriver dans la région. Les premiers réfugiés que Kalamalia fut appelé à accueillir étaient les Caucasiens, qui commencèrent à arriver en 1919. Ce terme, Caucasien, désignait essentiellement les habitants du pont historique qui avaient auparavant trouvé refuge dans le sud de la Russie et dans le Caucase pour fuir les troupes ottomanes. De là, furent transportés par milliers par bateau vers la Grèce. Une partie d'eux est arrivée à Thessalonique et fut installée dans ces constructions militaires que je vous ai montrées. Quelques années plus tard, après la signature de la Convention d'échange de population en 1923, arrivent les réfugiés de la Thrace orientale, de l'Asie mineure et du pont, qui seront installés dans ces mêmes constructions. L'importance de la région tient au fait qu'elle devient un des trois centres de quarantaine et de désinfection de Grèce, ta polymateria et l'imocaphateria, dont nous parlerons plus en détail par la suite. En français, il s'agit de ce qu'on appelle le lazaret. Et les deux autres lazarets de
la Grèce était au Pirée et à Macronissos. Ainsi, la région de Kalamaria fut un lieu de passage et d'installation pour ces réfugiés. Mais que savons-nous de ces réfugiés et quelles sources existent pour à ces sujets? Après des années d'inactivité, dans les années 90, furent fondées les archives historiques prosvédico-hellénisme. Il s'agit d'un néologisme difficilement traduisible en français, peut-être de l'hellénisme réfugié. Donc, il s'agit d'un organisme rattaché à la municipalité de Kalamaya, composé d'historiens et d'archivistes, qui vise à sauvegarder, préserver et valoriser l'histoire et la culture des réfugiés. Sa collection comprend des milliers de photos, des documents, comme par exemple des certificats, des contrats d'achat, etc., des journaux, des cartes et des magazines, recueillis en grande partie grâce à la contribution personnelle des habitants de Kalamaria eux-mêmes. La contribution la plus importante des archives à la préservation de la mémoire des réfugiés est toutefois la collection d'environ 1800 témoignages oraux des réfugiés de première et deuxième génération, enregistrés sous forme audio ou vidéo. Ces entretiens étaient généralement réalisés au domicile de l'informateur à partir des questionnaires plus ou moins structurés. On commençait par la description du lieu d'origine, la patrie, où les réfugiés donnaient des informations sur leur mode de vie, leurs coutumes, l'éducation, les pratiques religieuses, la cohabitation avec les musulmans et leur vie avant la catastrophe. Ensuite, l'entretien s'est concentré sur la transition vers la Grèce, le voyage, l'accueil par des Grecs et les premières années d'installation. Toutefois, certains témoignages permettent de recueillir des informations sur cette période à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Revenons alors à l'arrivée des réfugiés. Comme l'a décrit de manière très évocatrice un diplomate américain, à leur arrivée, les réfugiés étaient une masse tourbillonnante et tremblante de misère humaine, enveloppée des avions, affamés, malades, couverts de vermine, les yeux enfoncés, dégageant la terrible odeur de la souillure humaine. Par conséquent, les autorités locales accordèrent une grande importance à la limitation des maladies telles que le paludisme, la dysenterie et le typhus, qui provoquaient des dizaines de morts par jour. Pour cette procédure, on a utilisé les installations de désinfectoires français. Lorsque les troupes alliées se retirèrent en 1919, les infrastructures, les laboratoires, l'incinérateur et la pharmacie furent légués à l'État grec. Le processus de désinfection au lazaret de Karagonou comprenait la coupe de cheveux et une quarantaine. Ici, on voit très rares photos qui nous restent de ces lazarets, et ils sont des très importants documents. C'était une procédure extrêmement traumatisante pour des réfugiés déjà éprouvés, qui vivaient ce traitement comme une punition et une humiliation. Pendant cette période, les premières besoins essentiels des réfugiés furent pris en charge par l'État grâce à la mobilisation du vaste mécanisme coordonné par le ministère de l'Assistance, plus tard renommé ministère de l'Hygiène, de la Protection sociale et de l'Assistance publique. L'aide des organisations caritatives étrangères, en particulier américaines, fut cruciale, tout comme les rôles plus systématiques joués par la Commission de la réinstallation des réfugiés, qui a été fondue en octobre 1923. L'ampleur de la tâche était immense si l'on considère qu'en 1923, environ 70 000 réfugiés passèrent par Karagonou et 50 000 en 1924. On estime qu'entre 1919 et 1924, environ 170 000 personnes sont passées par le lazaret de Kalamaria. Les conditions de vie étaient déplorables parmi les milliers de réfugiés qui s'entassaient dans les lazarets, comme on peut l'imaginer. Au cours de cette période, presque 32 000 personnes ont trouvé la mort. Après leur passage par le centre de désinfection, les réfugiés étaient soit installés sur place,
soit répartis à l'intérieur du pays. Leur nombre était probablement d'environ 10 000, ce qui est très élevé si l'on considère que la région, la Kalamaria, jusqu'alors inhabitée, était dépourvue d'infrastructures. Les premiers besoins en logement furent donc satisfaits par des tentes montées par les réfugiés eux-mêmes, mais surtout grâce au baraquement militaire des forces alliées dont on a déjà parlé. Ces 150 bâtiments, longs et en bois, abritaient plusieurs familles chacun. De nombreux témoignages décrivent les conditions de vie dans ces baraquements. On apprend ainsi qu'en raison des matériaux inflammables, les incendies étaient fréquents et les conditions sanitaires très mauvaises, comme on peut l'imaginer. De plus, on connaît que l'aménagement intérieur, comme on voit sur la photo, était réalisé à l'aide des sacs et des couvertures et que le chauffage et l'éclairage étaient assurés par des moyens de fortune. Ici à droite, nous avons un extrait du journal Makedonien d'avril 1924 qui décrit de manière saisissante, et je cite, « Les parois des baraquements cédaient comme des ventres des gens affamés, évoquant la mauvaise qualité de leur construction et donc les conditions inhumaines subies par les réfugiés. » Cependant, peu à peu après 1926, commencèrent les travaux de construction des quartiers de Kalamaria. Plusieurs quartiers virent le jour, tant dans la zone côtière comme Aretsu et Neakrini, qui est plus à l'intérieur, comme le centre de Kalamaria et le quartier de Vergon. Comme cela s'est produit avec les nouveaux quartiers de réfugiés dans d'autres régions de la Grèce, ceux-ci ont pris leur nom du lieu d'origine des réfugiés qui s'y sont installés. Par exemple, Vergon doit son nom au quartier homonyme de Constantinople, vu qu'il s'agit d'un quartier de Kalamaria essentiellement peuplé des réfugiés de Constantinople. En général, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la plupart des réfugiés avaient quitté les baraquements militaires et s'étaient installés dans les nouveaux quartiers qui ne cessaient de s'étendre. Cependant, certains réfugiés sont restés dans ces baraquements, dont les derniers ont été démolis aux années 50. Lors de l'installation dans les nouveaux quartiers, un soin particulier fut apporté à ce que les réfugiés soient regroupés dans des endroits similaires à leur région d'origine. En même temps, on veilla à ce qu'un noyau d'habitants provenant du même lieu d'origine soit présent dans chaque quartier. Par exemple, les habitants originaires de la ville côtière d'Aretsu, près de Constantinople, furent installés à Aretsu, dans la zone littorale de Kalamaria, où ils pouvaient exercer les mêmes métiers qui est dans leur patrie, tels que pêcheurs, marins, etc. La tâche de la construction des quartiers fut principalement prise en charge par l'État, avec quelques exceptions, comme l'autoconstruction, où on fournissait aux réfugiés des matériaux pour qu'ils construisent eux-mêmes leurs maisons, ou quelques cas d'initiatives privées, comme par exemple au quartier de Byzantio ou Karamanaki. L'État considéra comme solution la création de quartiers en dehors des limites historiques de la ville, où il existait de l'espace disponible pour des expropriations. Ainsi, Kalamaria fut créé presque de zéro comme une extension de Thessalonique et fut peuplée exclusivement de réfugiés. Les maisons dans les nouveaux quartiers étaient de différents types, de plain-pied à 2 étages, des habitations collectives de 4 logements ou encore des maisons individuelles qui en général accueillaient plus d'une famille dans des conditions précaires. Ils avaient généralement des fondations en pierre, des murs en briques ou en bois et un toit en tuiles. Divers témoignages évoquent l'utilisation des matériaux de mauvaise qualité pour leur construction, au point que les briques se dissolvaient sous la pluie car elles étaient faites de sable marron. Comme l'évoque Harry Klim, l'acteur très connu qui est né et grandi à Kalamaria, je cite, « Les briques étaient fabriquées ici avec de l'eau de mer. Les briques se désagrégeaient très vite puisque l'eau était salée
Et nous avons donc été contraints de vivre sous une tente pendant 2 ans. Il est également rapporté que beaucoup de maisons n'avaient même pas de fondation. Toutefois, peu à peu, jusqu'à la fin des années 30, la plupart des habitants des baraquements militaires furent transférés dans un nouveau quartier où les conditions de vie étaient relativement meilleures. La procédure pour obtenir un logement dans ces quartiers comportait plusieurs étapes. Tout d'abord, le réfugié devait soumettre une demande en déclarant qu'il n'avait bénéficié d'aucune autre forme de réinstallation, ni lui, ni ses proches. Il devait également être en mesure de verser un acompte correspondant à 1/10 de la valeur du logement. Les habitations n'étaient donc pas données gratuitement, mais les réfugiés devaient, sur une période de 15 ans, rembourser une somme allant de 30 000 à 70 000 drachmes selon le quartier concerné. La priorité était donnée à ceux qui vivaient encore dans les baraquements militaires, et au final, les bénéficiaires étaient désignés par tirage au sort. Il est très souvent mentionné que les réfugiés ayant finalement obtenu une maison dans un quartier de Kalamaria ont remboursé le coût pendant l'occupation allemande, c'est-à-dire après 1941, lorsque l'inflation rendait les remboursements plus faciles. Finalement, la plupart des habitants n'ont reçu un titre de propriété pour leur maison qu'après 1950. Il convient de noter que parmi les réfugiés, on retrouve fréquemment la perception qu'il y a eu des irrégularités dans la désignation des bénéficiaires, les commissions compétentes agissant souvent de manière partielle et qu'il fallait avoir des relations pour obtenir une maison. Selon une expression d'un réfugié que je trouvais dans les archives, για να είμαστε ειλικρινείς, θα δώσανε για τις χείλες και τα πήρανε παντρεμένες. C'est-à-dire une expression proverbiale grecque qui désignait l'injustice quant à la distribution des maisons. Une autre question extrêmement complexe était celle des indemnisations. Selon la traité de Lausanne, tout grec ou turc faisant partie de l'échange de population a le droit de recevoir dans le pays où il s'installe une propriété de valeur et de qualité équivalente à celle qu'il possédait avant l'échange. Et lorsqu'on parle de propriété, on fait référence aussi bien aux biens mobiliers qu'immobiliers, aux champs, terres agricoles, mais aussi aux produits qu'ils généraient, ainsi qu'aux revenus perdus. Il s'agissait donc une fois de plus d'un processus immense et de longue haleine, pris en charge par diverses commissions. Ce processus fut facilité par la création de comités composés de membres connaissant bien la situation patrimoniale de leurs compatriotes, ce qui leur permettait de confirmer les déclarations des réfugiés. Ce que vous voyez sur la diapositive, c'est ce qu'on appelle le livret familial du réfugié, dans lequel le chef de chaque famille déclarait le membre de sa famille, ainsi que les détails sur les biens pour lesquels il demandait une indemnisation. Comme on peut s'y attendre, le processus prenait beaucoup de temps, et dans l'attente de son achèvement, il fut décidé de verser aux réfugiés une avance en attendant le montant total de l'indemnisation. Après l'évaluation de compensation, les réfugiés étaient convoqués par le journal local et recevaient le montant depuis la banque. Selon le témoignage oral, le montant final reçu par les habitants de Kalamaria dépassait légèrement 20 000 drachmes, ce qui reflète la moyenne de compensation reçue par les réfugiés installés dans les villes. Là encore, l'opinion générale était qu'ils avaient été lésés, que ce qu'ils avaient reçu était bien inférieur à ce qu'ils méritaient, et que des erreurs avaient été commises par les commissions compétentes. Parallèlement, il est intéressant de noter que de nombreux réfugiés ont dépassé l'argent de leur indemnisation pour acheter des biens de consommation ou pour profiter d'un certain confort de vie dont ils avaient été privés jusqu'alors. Mais parlons un peu plus de la vie dans les nouveaux quartiers de Kalamaria. Avant même d'être complètement rétablis, les habitants se sont montrés très actifs dans la vie sociale, créant des associations et des organisations. Très rapidement, ils ont formé des associations selon leur lieu d'origine,
afin de revendiquer leurs droits de manière plus organisée et de demander le logement de leurs membres dans des quartiers spécifiques. De plus, ils ont rapidement formé des associations caritatives, des clubs sportifs et des groupes qui promouvaient les activités culturelles, contribuant activement à la préservation de la culture des réfugiés. Comme on le voit sur les photos, chaque quartier a formé des équipes de football, comme par exemple le Marathonas de Kouril, et le plus connu, Apollo Kalamarias. Ce dernier ne se limitait pas uniquement aux activités sportives, mais entre autres, il possédait également une mandolinata, les réfugiés perpétuant ainsi leur tradition musicale. L'attention des réfugiés pour l'éducation de leurs enfants était également remarquable. À une époque où même les besoins fondamentaux manquaient, peu après l'arrivée des réfugiés, Kalamaria avait déjà sa propre école. On sait qu'elle était d'abord installée dans une cabane qui a brûlé, puis a été remplacée par la célèbre École Rouge, qui dès 1925 était hébergée dans un baraquement militaire. Ici, nous voyons une carte distribuée pour le Nouvel An 1924, Takalada, par des élèves de l'école primaire de Kalamaria. Il s'agissait des chants de Nouvel An modifiés dans le but de collecter des fonds au profit des indigents. On peut lire, par exemple, « N'oubliez pas non plus vos frères pauvres, ceux qui ont quitté leur maison, leur terre natale. Certains sont morts sur la route, d'autres meurent encore aujourd'hui. » Entre-temps, pour répondre aux besoins éducatifs des enfants des quartiers côtiers, une deuxième école a été créée en 1927 sur l'initiative d'un instituteur. Les listes des élèves des écoles de Kalamaria sont conservées aux archives historiques et constituent une source d'information précieuse. Par exemple, elles permettent de connaître les pourcentages garçons-filles, le pourcentage des orphelins, la profession du père ainsi que l'âge des enfants dans chaque classe. Le schéma général montre que des élèves d'âge différents fréquentaient souvent la même classe. Et bien que les enfants soient inscrits à l'école, ils abandonnaient souvent pour travailler. Comme le révèlent ces registres scolaires, les habitants de Kalamaria exerçaient une grande variété de métiers. La plupart étaient des ouvriers travaillant à Thessaloniki, dans des secteurs divers comme le bâtiment, etc. Mais beaucoup étaient aussi des petits commerçants, des vendeurs ambulants, mais aussi des artisans comme des tailleurs, des cordonniers, etc. Naturellement, les habitants des quartiers côtiers étaient majoritairement pêcheurs ou marins, tandis qu'un tout petit nombre exerçaient des professions urbaines telles que commerçants, médecins, avocats, etc. Sur la photo à gauche, on voit un exemple de professionnel vendant des articles de nouveautés ayant nommé son magasin au Bon Marseille. On peut le voir sur l'enseigne. Parallèlement, les nouveaux quartiers ont rapidement construit des églises pour répondre aux besoins religieux des habitants. Et bientôt, chaque quartier avait sa propre église. Sur la photo à gauche, on voit le père Georgios Nikolaïdis à l'intérieur de la première église de Kalamaria, l'église de la Transfiguration du Sauveur, initialement logée dans une cabane au centre-ville. Cependant, cette église a été détruite par un incendie, et à droite, on voit l'imposante église construite après 1930, qui existe encore aujourd'hui et constitue l'église principale de la région. Juste derrière la métropole se trouve le bâtiment qui abritait l'école de Kalamaria, école élémentaire et lycée, visible sur la dernière photo derrière les élèves. À propos de la photo, jusqu'à côté de la brouette, on voit le jeune Hariklin pendant ses années scolaires. Ce bâtiment a fonctionné comme école de 1930 et 1994, puis il a été transformé en mairie. Cette mention nous amène à la municipalité de Kalamaria. Excusez-moi. Lors de la création des quartiers, ils étaient administrativement rattachés à la municipalité de Kalamaria, de Thessalonique, pardon.
et à la communauté de Risio, car il n'existait pas encore de municipalité autonome de Calamaria. Curieusement, cette municipalité a été créée pendant l'occupation allemande et a commencé à fonctionner le 1er janvier 1943. Ce fut une étape très importante car la fondation d'une municipalité signifiait que les revendications des habitants pouvaient désormais être défendues dans de meilleures conditions et que les démarches pour améliorer les infrastructures pouvaient progresser plus efficacement. Cela nous amène à la dernière partie de la présentation d'aujourd'hui, la question des infrastructures. Il est caractéristique que les habitants appelaient le centre de Calamaria le lieu maudit ou Tamourien, c'est-à-dire les boues en langue turque, car il était plein de boue, sans route, avec très peu de fontaines et manquait cruellement de sanitaires. Lors de l'arrivée des réfugiés, la région ne comptait qu'une seule route. Un témoignage rapporte qu'on avait disposé des pierres dans les rues pour pouvoir marcher dessus et atteindre sa destination. Le manque de routes, et surtout des routes asphaltées, rendait le déplacement des habitants extrêmement difficile, car ils étaient contraints de patauger dans la boue, ce qui provoquait à leur arrivée au centre de Thessalonique des commentaires humiliants et ironiques. Comme nous l'avons mentionné, la plupart des habitants travaillaient à Thessalonique, ce qui signifiait qu'ils devaient parcourir quotidiennement une longue distance. Il leur fallait donc prendre un bus local jusqu'à la zone de dépôt, à la frontière entre Thessalonique et Calamaria, d'où ils prenaient le tramway pour rejoindre le centre-ville. Cependant, tous ne disposaient pas des 5 drachmes nécessaires pour le billet de bus, si bien que beaucoup étaient contraints de marcher entre 30 et 60 minutes dans les conditions que nous avons décrites précédemment. Sur les photos à gauche et en haut à droite, on peut voir à quoi ressemblaient les bus durant les premières années de l'installation dans les décennies 20 et 30. Peu à peu, surtout après la Seconde Guerre mondiale, des lignes directes reliant Calamaria et à Thessalonique ont commencé à être mises en place. Toutefois, les déplacements restaient difficiles en raison de la mauvaise qualité des routes. La situation ne commença à s'améliorer de manière notable qu'après les années 50, lorsque d'importants travaux de bordurage et d'asphaltage des routes furent réalisés, permettant ainsi l'expansion progressive des transports en commun. Un autre problème qui a tourmenté les habitants de Calamaria pendant des années était celui de l'approvisionnement en eau et des canalisations pour les eaux usées. Le réseau de la région ne disposait pas de canalisation principale et jusqu'aux années 50, Calamaria fonctionnait avec un système de distribution d'eau en alternance uniquement pendant quelques heures par jour, à partir de fontaines publiques comme on voit sur les photos. Le petit nombre de ces fontaines provoquait d'ailleurs de fréquentes disputes entre les réfugiés qui faisaient la quai pour remplir leurs couches. L'eau n'est arrivée dans les maisons des habitants qu'après les années 50, et ce n'est qu'en 1969 que le problème de l'approvisionnement en eau a été résolu grâce à la construction du grand réservoir de Calamaria. Quant à l'assainissement, il est resté rudimentaire pendant de nombreuses années. Des toilettes publiques ont commencé à être construites seulement en 1930 et les maisons individuelles manquaient de sanitaires. Ensuite, la pratique la plus courante était l'utilisation des fosses septiques situées à l'extérieur des maisons, dans chaque quartier ou chaque pâté des maisons, ce qui représentait un grand risque pour la santé publique. Là encore, la situation s'est sensiblement améliorée après 1960 avec la mise en place des stations d'épuration et de réseaux d'égouts. Enfin, parlons de la question de l'électrification. Bien que Thessalonique ait été éclairée pour la première fois à la fin du XIXe siècle, lors de l'installation des réfugiés, l'éclairage électrique à Calamaria était totalement inexistant et comme mentionné, les habitants utilisaient des bougies.
Plus tard, à partir d'au moins 1934, certains quartiers étaient desservis par une centrale électrique privée qui fonctionnait 12 heures par jour, si bien qu'en hiver, Kalamaria était plongé dans l'obscurité à partir de 18h30. Là encore, les services d'éclairage se sont progressivement améliorés après 1950 grâce à une gestion plus organisée de la ville, c'est-à-dire la compagnie publique d'électricité. Bon, l'histoire de l'évolution de Kalamaria est un exemple parlant du fait que malgré les nombreuses épreuves que les réfugiés ont traversées et les difficultés objectives d'adaptation à un état inconnu, pauvre et souvent hostile, ils ont progressivement réussi à s'intégrer à la société grecque. Les banlieues auparavant inhabitées de Thessalonique ont amené un intellectuel français à s'exclamer, je cite, « Quel miracle! La région autour de Thessalonique, autrefois des pâturages, s'est maintenant transformée en verger et en vignoble. » Cette évolution fut rendue possible surtout grâce aux efforts personnels et à la passion des réfugiés eux-mêmes, désireux d'embellir leur maison et leur environnement. Comme c'est souligné en habitante de Kalamaria, je cite, « Ici à l'époque, on ne voyait pas la maison voisine à cause des arbres qu'ils avaient plantés. C'était si beau. » Un autre témoignage reflète le même esprit. Les gens d'ici étaient paresseux, ils ne faisaient rien. Leurs champs étaient délaissés, mais quand les réfugiés sont arrivés, en 3 ans, tout avait changé. Bien sûr, les souffrances des habitants de la région se sont poursuivies au cours des années suivantes. La période de l'occupation allemande a particulièrement éprouvé les réfugiés qui ont payé leur engagement dans la résistance nationale lors du blocus de Kalamaria en août 1944, quand les nazis et leurs collaborateurs grecs, les membres du bataillon de sécurité, c'est-à-dire Tamatas Politis, ont au total assassiné 29 personnes. Plus tard, de nombreux habitants de Kalamaria ont suivi les centaines de milliers de Grecs qui ont émigré en Allemagne à la recherche d'un avenir meilleur. Cependant, les conditions de vie ont commencé à s'améliorer après les années 50 grâce à la mise en place des infrastructures essentielles. Cela a permis à la municipalité de s'engager plus activement dans des domaines jusqu'à-là considérés comme secondaires, tels que les activités culturelles. La période d'après-guerre, et en particulier celle après 1960, a apporté de nouveaux changements. Le morcellement excessif des terres périurbaines, combiné aux réglementations d'après-guerre pour accueillir les nouveaux migrants, tels que la mise en œuvre de l'antiparochie, c'est-à-dire l'échange d'appartements contre terrain, ou l'autoconstruction illégale, a entraîné une nouvelle transformation urbaine, plus brutale que celle de l'entre-deux-guerres. Les efforts de l'État pour relancer l'économie locale et atténuer le problème du logement en mobilisant l'initiative privée ont de nouveau créé les conditions pour une intense reconstruction sans prendre en compte la création d'espaces publics. Pendant cette période, les travaux d'embellissement du fond de mer avec la création d'une plage populaire à Arezzo ont également effacé un point de repère traumatisant pour la région, le Lazaret. Les immeubles nouvellement construits ont été habités par des personnes n'ayant pas nécessairement une origine commune, ce qui a atténué, dans une certaine mesure, le caractère exclusivement réfugié de la région. Parallèlement, à mesure que le XXe siècle avançait, les classes moyennes et supérieures ont commencé à quitter peu à peu le centre surpeuplé de Thessalonique pour s'installer dans les banlieues et des zones comme Kalamaria. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont vu le jour dans la région visant à faire connaître l'histoire locale qui demeure méconnue de nombreux habitants, en particulier ceux qui s'y ont installés lors des phases ultérieures de son urbanisation. L'histoire de Kalamaria est encore rappelée aujourd'hui par le nom de ces rues et ses toponymes, qui reflètent les lieux d'origine de ses premiers habitants. Des rues telles que Trapezondos, Tierasondos, Pondo, Kafkasu et bien d'autres existent encore, préservant la mémoire des réfugiés grecs dans une zone qui ne rassemble guère aux faubourgs pauvres au début du XXe siècle.
Dans l'ensemble, l'installation des réfugiés à Kalamaria reflète la force de la résilience et de l'adaptabilité humaine. Aujourd'hui, la région porte encore les marques de cette période historique, tant dans son tissu urbain que dans son identité culturelle, constituant un pilier important de mémoire pour les générations futures. Et merci beaucoup pour votre attention.